Bonjour, voici une nouvelle batterie de questions pour vous aider à réviser le second brevet blanc de géographie. Nous nous intéressons ici au troisième chapitre de géographie sur les espaces productifs français et leurs évolutions. Première chose, qu'est-ce qu'un espace productif? Eh bien, c'est un espace destiné à la création de richesses. On va y trouver des activités économiques. C'est pour ça que dans ce chapitre, on étudie des espaces agricoles, des espaces industriels et des espaces de services. Alors, première chose, qu'est-ce qu'un espace destiné au service? Eh bien, une activité de service, c'est lorsque vous mettez à disposition des autres, lorsque vous vendez votre savoir-faire, votre technique, vos techniques. Si vous êtes garagiste et que vous réparez une voiture, si vous êtes informaticien, vous réparez un ordinateur ou un réseau, vous êtes dans une activité de service. Le médecin, le professeur, l'assureur, le banquier, le coiffeur, le commerçant, ce sont des activités de service. La grande question dans ce chapitre, c'est en gros pourquoi cette entreprise est-elle là et pas ailleurs? La question de la localisation des espaces productifs. Alors, souvent, les entreprises sont créées près des voies de communication. Routes, autoroutes, voies ferrées, ports, aéroports. Pourquoi? Ça facilite l'arrivée de clients potentiels et aussi les échanges de marchandises et ça va réduire les coûts aussi de transport. Donc, même idée pour les zones industrielles ou portuaires. On est dans un endroit où les importations et les exportations de marchandises sont facilitées et cela va attirer les entreprises. On va voir se développer des espaces productifs autour de ces zones industrielles ou portuaires. Un exercice, une étude de carte sur Disneyland Paris. D'abord, dans quelle catégorie classeriez-vous Disneyland Paris? Quel type d'espace productif? Eh bien, c'est un espace de service, plus précisément un espace touristique. Localisé dans du périurbain, vous voyez, nous ne sommes pas dans Paris, dans la ville importante, mais à une certaine distance. D'ailleurs, la question suivante nous interroge, pourquoi Disneyland n'est-il pas construit un peu plus proche de Paris? Eh bien, on va essayer d'estimer la distance. Vous voyez ici l'échelle, et on voit qu'on est à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau, 40 km par l'autoroute. Si Disney avait décidé de construire le parc d'attractions un peu plus proche, ici par exemple, eh bien, il y aurait moins de terrain disponible et ces terrains seraient beaucoup plus chers. Donc c'est ce qui explique cette distance à peu près 40 km. Il leur reste d'ailleurs des terrains pour développer. Ils ont déjà créé un deuxième parc d'attractions et ça leur donne des perspectives de développement par la suite. Alors, l'autre question, à nouveau sur les critères de localisation, il faut savoir que Disney aurait pu choisir de construire ce parc d'attractions à Marseille, ou bien même à Londres, dans un autre pays, ou à Barcelone. Eh bien, la première chose ici, c'est que si vous lisez la légende, vous voyez qu'il y a des moyens de transport à toutes les échelles. Pour la ville, le métro. Pour la région Île-de-France ou l'aire urbaine, RER. À l'échelle de la France, voire de l'Europe, des axes autoroutiers, des TGV, et même nous avons des aéroports internationaux, ici dans le nord de l'aire urbaine, Roissy-Charles de Gaulle, et Orly dans le sud. Donc ce sont des possibilités, c'est une possibilité d'attirer des populations venant du monde entier. Alors vous voyez ici qu'on a des moyens de transport rapides, c'est ce qui va expliquer que Disneyland a décidé de construire ici. Vous avez aussi, vous êtes ici dans la première aire urbaine française. On a 12 millions d'habitants, 10 millions d'habitants autour de Paris et 2 millions dans Paris, la ville importante. Donc cela fait autant de touristes potentiels et de clients potentiels. Enfin, la France est quand même en bonne position, en contact à la fois avec l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Et donc cette localisation aussi permet à Disney de toucher un maximum de personnes en Europe, tout simplement par cette localisation favorable de la France. Maintenant, quelques questions de vocabulaire. Un pôle de compétitivité, c'est un regroupement sur un territoire d'entreprises spécialisées dans les hautes technologies. Il y a ici en général un cocktail positif pour l'innovation, des entreprises de haute technologie, des centres de recherche dans la haute technologie et de la formation supérieure aussi dans la haute technologie. Donc voilà ce que c'est qu'un pôle de compétitivité. Une technopole. Alors souvent on étudie Sophia Antipolis, qui est la plus grande technopole française, et donc c'est un plus vaste territoire que ce qu'on a vu tout à l'heure pour le pôle de compétitivité. Il y a un pôle de compétitivité dans Sophia Antipolis, et donc il y a la même idée ici en tout cas d'avoir des entreprises de haute technologie, des centres de recherche et des centres de formation supérieure. Cette technopole est en général proche d'une ville importante. Ici c'est Nice, mais il y a aussi d'autres villes, Cannes, Antibes, à proximité. La spécialité de Sophia Antipolis, c'est dans la santé, dans les télécommunications et aussi dans l'informatique. Voilà les axes de haute technologie qui sont privilégiés.
Maintenant, on prend du recul. Souvent, vous avez une carte à compléter. Attention, cette carte n'est pas toujours exactement la même que celle que vous avez étudiée en cours. Ici, on vous demande le cœur industriel du pays. Donc, c'est une espèce de vaste zone d'influence parisienne, au-delà de l'aire urbaine. Parfois, vous avez la région lyonnaise qui apparaît comme étant le cœur industriel. Vous avez d'anciennes régions industrielles donc, qui étaient dynamiques au 19e siècle et qui aujourd'hui ont vu des usines délocalisées, par exemple dans l'acier, ce sont des industries anciennes, donc plutôt dans le nord et dans l'est. Vous avez des périphéries dynamiques, la côte atlantique et le sud français. C'est la même logique que dans le premier chapitre sur les aires urbaines. On voit que donc ce sont des endroits dynamiques avec des entreprises de haute technologie. On a par exemple ici l'Aerospace Valley entre Bordeaux et Toulouse. C'est là que sont fabriqués les Airbus en gros. Maintenant, les espaces peu industrialisés, bien, on retrouve la diagonale du vide étudiée dans les espaces de faible densité. Une carte un peu différente, mais assez proche, plus précise. On vous demande de donner un titre. Il y a la répartition des espaces productifs français. Donc, on ne vous demande pas ici de redonner la typologie à les différents types d'espaces. On retrouve le cœur industriel, un ouest dynamique, un sud dynamique. On remonte aussi le long du Rhône jusqu'à la région lyonnaise. Dans le nord et l'est, des espaces industriels en reconversion. Et puis, une diagonale du vide peu industrialisée avec beaucoup d'activités agricoles. Et on retrouve donc la contrainte naturelle des massifs montagneux, Pyrénées, Massif central, Alpes, Corse ici par exemple, ou Jura ici. Alors on vous demande de reconnaître le sens de figurer. Alors vous avez ces flèches ici, vous l'aviez compris, les grandes voies de communication sont des facteurs de localisation des espaces productifs, des entreprises. Vous avez ici représenté les principaux aéroports internationaux, donc qui permettent de changer de continent. Vous avez les grands ports de commerce, Dunkerque, Le Havre, Nantes, Marseille ici. Et on vous demande aussi, c'est ce qui est intéressant dans cette carte, de reconnaître les espaces les plus dynamiques de France, les espaces les plus attractifs. Vous voyez, ça reprend des connaissances de 2 chapitres finalement, et on peut réutiliser les notions de littoralisation et d'héliotropisme. Donc les parties de la France les plus ensoleillées qui ont la durée d'ensoleillement la plus importante, vont attirer davantage les Français. Bien alors voilà un autre exercice avec la même idée, classer les facteurs de localisation d'anciens et de certains plus récents. Alors parmi les anciens, la main d'œuvre abondante, aujourd'hui on rajouterait certainement aussi qualifiée, la proximité des matières premières, aujourd'hui ça n'est plus un facteur de localisation important car les importations et les exportations se font à un prix assez bas et donc les matières premières n'ont pas besoin d'être à côté de l'usine ou de l'industrie. La proximité des marchés avec des axes de communication, alors ça joue encore, mais maintenant on a besoin d'axes de communication, non pas à l'échelle nationale, mais européenne et mondiale. Ce qui va attirer les espaces industriels, donc c'est la proximité aussi des technopoles, qui vont donc impulser parfois la fabrication de produits nouveaux. Et aussi, on l'a vu, un cadre de vie attractif, une main-d'œuvre bien qualifiée. Alors, vous voyez que cette question sur la localisation, on peut vous la poser pour les espaces touristiques. Eh bien, pour qu'un espace touristique fonctionne, il faut tout de même qu'il y ait des métropoles ou des grandes aires urbaines proches. Ce sont autant de clients potentiels pour l'espace touristique. La proximité du littoral est souvent un plus, ça va faire aussi augmenter les prix de l'espace touristique. Et la connexion avec des axes de communication, il faut en gros que les touristes puissent parvenir à l'espace touristique facilement. La localisation d'une technopole, eh bien la proximité des grandes aires urbaines aussi, ou d'une grande métropole, donc une aire urbaine où il y a de grandes prises de décision, la présence d'une main-d'œuvre qualifiée, évidemment, on a besoin de cadres et d'ingénieurs, et aussi un cadre de vie attractif. Alors on va voir ici qu'il y a des notions qui étaient utilisées pour les aires urbaines qu'on réutilise ici. Les espaces, on a une métropolisation des espaces productifs, c'est-à-dire que les grandes aires urbaines où il y a le plus de fonctions de commandement vont attirer les entreprises et donc vont voir se développer les espaces productifs. Et pareil, les littoraux, surtout de l'ouest et du sud, vont attirer les entreprises. Maintenant, quelques questions rapidement et aussi on va parler un peu des espaces agricoles localisés sur cette carte des grands ports de commerce ou maritimes, on l'a vu, donc Dunkerque, Le Havre, Nantes par exemple, ici Marseille. Bon, on vous demande les télécommunications, c'est un espace de service. Comment s'appelle? On peut vous demander de reconnaître sur une photographie un quartier des affaires, si vous avez par exemple la Défense, là, en banlieue parisienne.
Dans quelle partie de la France se situe la plus grande région céréalière? Eh bien, c'est en Île-de-France et dans la Beauce qu'on a étudié en classe. C'est un espace de faible densité, mais c'est un espace où très dynamique, l'agriculture est très dynamique, notamment l'agriculture céréalière. Et donc là, la proximité de l'aire urbaine, la première aire urbaine française, avec ses 12 millions d'habitants, va dynamiser ces espaces de faible densité proches de l'aire urbaine. Sites de espaces agricoles en déprise, donc qui voient une réduction du nombre d'agriculteurs, eh bien le massif central par exemple, les massifs montagneux en général, et des régions de la diagonale de vide où il y a peu de métropoles. Quelle est la production commune entre le Bordelais, le Bourgogne et la Champagne? Eh bien, c'est la viticulture, c'est-à-dire la production de raisins pour faire du vin. Et attention, il s'agit d'une activité qui est très exportatrice, c'est une activité à forte valeur ajoutée, donc qui permet une bonne valorisation et qui permet de créer beaucoup de richesses. Enfin, quelle activité industrielle est reliée à l'agriculture française? C'est l'industrie agroalimentaire. On l'avait vu déjà un petit peu avec donc Volvic pour l'eau, mais aussi la production de fromage, production laitière, et puis la production de plats cuisinés. Donc voilà ce qui est relié à l'agriculture, c'est l'industrie agroalimentaire. Voilà, merci et bon courage pour vos révisions.